Action. Action. Dans Maestro, Léa Fazer raconte le dernier tournage d'Éric Rohmer. Sous les traits de Michael Lonsdale, le cinéaste tourne Les aventures d'Astrée et Céladon, son dernier film donc, une histoire d'amour dans la Gaule du 5e siècle et une mise en abîme vertigineuse des temps. Une troupe de comédiens et comédiennes des années 2000 incarne un texte du XVIIe siècle qui imagine les sentiments et les mœurs de la jeunesse sous l'Antiquité. L'histoire aura été une des grandes passions d'Éric Rohmer. Elle traverse régulièrement son œuvre. Le passé est ce pays lointain dont parle Racine et que le cinéaste a souvent tenté de retrouver. Un film historique de Rohmer n'est jamais une reconstitution au sens classique du terme. C'est un voyage, une expérience, un trip. Chez Rohmer, le goût de l'histoire, c'est d'abord le goût de la littérature. Chaque film historique visite une période à partir d'un auteur. Le Moyen-Âge est conté par Chrétien de Troyes et son Perceval le Gallois, reversifié par Rohmer lui-même. L'Antiquité et ses amours par Honoré d'Urfé dans l'Astrée. La Révolution française est vue à travers les souvenirs d'une aristocrate anglaise. Enfin, le XIXe siècle et son romantisme fiévreux est montré et raconté à partir d'Heinrich von Kleist et sa marquise d'eau. Ce texte qui sert de point de départ, Rohmer ne cherche pas à le moderniser pour le cinéma. L'opération romérienne tient plutôt de l'archéologie. Partir du texte comme trace physique du passé pour faire surgir l'histoire à l'écran. Un fondu enchaîné va ainsi relier le plan d'ensemble d'un décor parisien et les mots qui enclenchent l'intrigue. Les mots s'affichent souvent à l'écran, comme une trace physique du passé à retrouver. Les cartons sont à la fois l'hommage du cinéaste au cinéma muet, mais ils permettent surtout de créer du silence, de ralentir le récit, de l'inscrire dans un temps ancien qui n'est pas celui du spectateur de cinéma, mais celui du personnage dans son époque. Dans ces moments, le cinéma est comme caressé par la littérature et par l'histoire. Dans Triple Agent, seule incursion du cinéaste dans la période contemporaine, Rohmer utilise les images d'archives pour faire revenir l'année 1936. Ces images ont un peu la même fonction que les intertitres dans les autres films, incorporer au récit la trace physique du passé. La fiction romérienne en couleur est sans cesse ponctuée par l'archive et comme trouée par la grande histoire. Ce texte et ce passé, Rohmer les fait entendre aussi. C'est par le son que la grande histoire nous revient. Aucun cinéaste n'a été aussi loin que lui pour faire entendre le passé. La musique n'est pas rare, mais elle ne sert jamais à illustrer. Elle est seulement présente quand elle est dans la scène vécue par les personnages. Dans Perceval, un groupe de musiciens baladins chante les vers de Chrétien de Troyes et commente les aventures du chevalier. Ce fut au temps qu'arbres feuillissent, herbes et bois et prés verdissent. Dans L'Anglaise et le Duc, c'est un refrain bien connu chanté a cappella dans la rue qui ouvre le film. Dans tout l'univers, chacun parlera de ce beau serment que le cœur tiendra. Et dans Astrée et Céladon, les charmes du jeune homme doivent beaucoup à ses airs de flûte. Mais le son, c'est surtout celui de la vie matérielle. Le calme et le silence des intérieurs de l'aristocratie, dans ce temps d'avant les machines. Le froissement des étoffes, des rideaux, le tic-tac d'une horloge. Rohmer travaille ses sons comme une matière vivante et sensible. Pas d'effet spécial pour casser la magie des sons simples. Par exemple le chant des oiseaux, dans un parc, loin de la ville. Ou dans un quartier calme de Paris, à l'écart de la Révolution. Ou alors recréé par les appos des baladins dans Perceval. Enfin, il y a le langage. Comment parlent et se parlent les hommes et les femmes du passé? De quoi? Avec quels mots? Et comment les disent-ils? Selon quel rythme? Rohmer travaille la langue de ses personnages comme une musique. Que languissez-vous ici, belle Astrée, loin des plaisirs de la fête? Je n'ose m'y montrer, Sémire, de peur d'affronter la vue des parents de mon cher Céladon, qui haïssent les miens. Comment parle la conscience d'un jeune valet du XIIe siècle? Ma mère a raison, qui me dit que les diables sont les plus affreuses créatures qui se trouvent dans la nature. Quel mot dit-il face à une dame qu'il veut prendre de force? Je vous baiserai par mon chef. Tant pis pour qui m'en fait grief. Comment, sous l'Ancien Régime, un duc présente-t-il ses hommages à une lady? J'ai appris votre arrivée, mais je ne vous attendais pas de si tôt. Et comment cette même lady est sifflée par les sans-culottes au moment de son arrestation? C'est l'outrance du jeu, l'insolite des situations qui crée la vision juste du passé. Si ta vie est longue, il n'y aura par tout le monde nul meilleur chevalier que toi.
C'est ainsi que je pense et crois. Depuis 6 ans au moins ici, cette pucelle l'avait ri. Cette pucelle ne rira que jusqu'à temps qu'elle le verra. Celui qui de chevalerie aura toute la seigneurie. Cet antinaturalisme, c'est d'abord l'espace qui va le créer. Rohmer travaille le passé en architecte. Le film est d'abord la recréation d'un espace. Le décor est premier. Il n'est pas un arrière-plan, mais l'espace physique qui fait naître l'intrigue. Retrouver l'histoire, c'est avant tout inscrire les personnages dans leur espace sensible. Dans L'Anglaise et le Duc, les décors sont des images peintes inspirées des peintures d'époque, à l'intérieur desquelles les figures s'incrustent numériquement. L'impression d'étrangeté permet comme une résurrection du passé. Dans Perceval, Rohmer pousse au plus loin l'artifice du décor. C'est encore une fois en jouant la théâtralité que l'œuvre crée la bonne distance. Pas de décor naturel, ni reconstruit, juste quelques éléments pour approcher l'univers mental des chevaliers du XIIe siècle. Les plans sont travaillés comme des tableaux, qui retiennent la beauté des lieux et des matières. La marquise d'O, dans son sommeil fatal, qui annonce un motif qui revient souvent, la femme qui dort, Astrée, allongée dans les bois avec une amie, observée et approchée de près par Céladon, une autre princesse endormie sous sa tente au début de Perceval, Grace Elliot, assoupie, elle aussi, sur un fauteuil au moment où la monarchie s'effondre. Madame. Dans Triple Agent, le Paris de 1936, où se sont réfugiés les Russes blancs, est posé en quelques plans tableaux. Un appartement habité par la mélancolie, la nostalgie pour le pays perdu, un bric-à-brac d'images, de livres, d'objets. Une fois inscrits dans leur espace, les personnages sont observés au plus près. Rohmer, architecte, est aussi un ethnologue. La grande histoire est un réservoir de sentiments et de passion. Astrée chante et pleure son amour perdu. Te dire que je n'aime point. Rohmer enregistre comment les événements affectent les visages et les corps. La terreur sur le visage de Grace, confrontée à la violence révolutionnaire, la tête de la princesse de Lamballe posée sur une pique. La réaction de la foule parisienne à l'arrivée des Allemands en juin 1940, un bourgeois qui pleure. La marquise d'O est un véritable précis des émotions à l'époque romantique. On n'arrête pas d'y pleurer. Ce qui fit beaucoup rire le public du Festival de Cannes. Larmes sans fin de la marquise après son agression quand elle retrouve ses enfants. Larmes de la mère coupable d'avoir piégé sa fille pour tester sa sincérité. Larmes du père qui s'en veut de l'avoir bannie avec violence. Rohmer est le cinéaste des sentiments et des passions. L'histoire n'est jamais regardée de haut. On n'y entre pas par la grande porte collective, mais toujours du point de vue des individus et de leur sensibilité. Les petites intrigues sont plus parlantes que les tableaux de la grande légende. Cacher au sans-culotte un noble fugitif, en l'enfouissant sous des coussins. Prendre soin d'un jeune inconnu trouvé évanoui sur une berge. Ce qui intéresse Rohmer historien, c'est enregistrer les gestes simples, les motifs qui rappellent la peinture de genre du XVIIIe siècle. Deux femmes de la noblesse qui boivent un verre de cordial pour se consoler de la Révolution. Des servantes qui passent une chaufferette sur le matelas pour réchauffer un lit trop froid. Une marquise qui subit un examen de grossesse par palpation. La même marquise face au jugement redouté d'une sage-femme. Enfin, il y a tous les gestes des personnages pour communiquer, à des époques où les médias modernes n'existaient pas. Rohmer les a toujours mis en scène avec beaucoup de rigueur. Grace et ses invités reçoivent par un messager la nouvelle de la condamnation à mort du roi. Hélas, oui. Céladon a gravé sur le bois ses messages d'amour à Astrée. Qui naît d'un saint amour épris, en ce lieu saint ne fasse entrer. La marquise d'O reçoit puis lit avec effroi la lettre dictée par son père à sa mère, qui lui demande de quitter la maison familiale. Rohmer n'oublie jamais de rappeler que l'Europe fut une civilisation de l'écrit. Son cinéma reste cet enregistrement passionné de ce temps d'avant l'écran. Le temps où une plume traçait les mots avec peine sur la feuille de papier. De tous les moments historiques racontés par Rohmer, on retiendra celui-ci pour conclure. Il est exemplaire de sa méthode et de son art. La mort de Louis XVI, dans L'Anglaise et le Duc. Il y a du monde là-bas. Pas de reconstitution grandiloquente, mais une scène simple, deux femmes qui regardent de loin avec une longue vue. Elles sont à Meudon, elles ne voient pas grand-chose, elles entendent un peu. Rohmer s'est documenté avec précision. Depuis cette hauteur de Meudon, on pouvait entendre les tambours avant l'exécution et le coup de canon après, grâce au vent qui portait ce jour-là. Qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce que tu vois? Rien.
Il semble que... Quoi? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je sais. Et tu le sais, viens. Restons pas là.